Bon, ok, bah déjà, bonjour tout le monde. Et puis, bon, bah, comme tout le monde, je suis content d'être ici au Collège de France pour faire une petite conférence sur en particulier la chimie intégrative. Je remercie Clément pour m'avoir invité et Jacques aussi, je ne sais pas s'il est dans la salle. Donc oui, je vais vous parler un petit peu de ce que j'appelle la chimie intégrative. Je vais vous dire un petit peu ce que c'est brièvement. Et quelques apports récents ou moins récents dédiés à la délivrance de principes actifs thermostimulés. Je vais parler un petit peu de catalyse et d'électrocatalyse enzymatique. Et puis je finirai par quelque chose où on va parler un petit peu de confinement de bactéries dans des mousses, mais un petit peu spécial. Alors, on est bio-inspiré aujourd'hui. Donc cet exemple que vous avez, ce sont des images MEB d'un exosquelette de silice, d'un frustule diatomée. Et bon, je commence toujours comme ça, et on regarde en microscopie électronique à balayage, on voit que ce frustule diatomée est associé à une porosité, et que cette porosité possède un caractère hiérarchique. D'accord. Alors déjà, si la mère nature fait ça, c'est pas simplement que pour l'aspect contemplatif, hein, ce sont de vraies cathédrales, il y a plein d'exemples dans le web. C'est qu'en fait, à chaque étage de porosité, il est associé une spéciation de compétences physico-chimiques. Par exemple, et de transport, par exemple, de masse. Au sein des macropores, le fluide qui va migrer est essentiellement associé à un mouvement convectif. Donc ça va aller très très vite. Aux antipodes, ici, de quelques armstrongs à 20 armstrongs, tous les phénomènes de transport de masse vont être associés à un phénomène diffusif. Donc ça va être lent, on est quasiment au niveau moléculaire, par contre ça va être très réactif. Et puis, il y a un étage mitoyen là, entre le micro et la macroporosité qu'on appelle l'échelle mésoscopique. On va trouver les matériaux mésoporeux. Et à cet étage-là, le comportement du fluide va avoir un comportement hybride. Ça veut dire qu'on va avoir un fluide qui migre tout doucement, donc la convection n'est plus négligeable comme ici, au sein duquel diffusent des molécules. Et ce phénomène coopératif, c'est un phénomène qu'on appelle un phénomène dispersif. Alors, le but du jeu, c'est d'essayer de répliquer ces architectures au laboratoire. Avec le challenge, c'est de refaire ça. Il y a aussi un challenge thermodynamique. Typiquement, ces frustules de diatomée se développent dans les océans, dans des conditions où il ne fait pas chaud, hein, KT c'est bas. On n'a pas beaucoup de mouvements browniens, on n'est pas sursaturé en silicate, et pourtant plusieurs tonnes se forment en une heure. Donc on a pas mal de pénalties thermodynamiques, et malgré ces pénalties thermodynamiques, on arrive à faire des morphogénèses d'objets minéraux. Donc quelque part, peut-être que Mère Nature est capable de faire des morphogénèses d'objets hors équilibre thermodynamique. Alors pour nous les chimistes, est-ce qu'une réaction chimique hors équilibre thermodynamique, c'est une vue de l'esprit? Ce n'est pas une vue de l'esprit du tout, en fait ça existe. C'est ce qu'on appelle des réactions à caractère oscillant. Donc s'ils ne sont pas gérés par la thermodynamique, alors ce sont des phénomènes diffusifs qui sont gérés par la diffusion et par la cinétique. Un des exemples les plus connus de ces réactions oscillantes, c'est la réaction de type Belousov-Zabotinsky. D'accord. Donc on a intérêt également à pas simplement s'ancrer dans le cul-de-sac de la thermodynamique, on peut un petit peu sortir de là et essayer de promouvoir des réactions qui sont hors équilibre, donc gérées par des phénomènes diffusifs. Alors, pour répliquer ces architectures au laboratoire, quels sont nos outils? Bon, on est chimiste ou physico-chimiste. Donc typiquement, on va asseoir une approche qu'on appelle l'approche bottom-up. On va partir de molécules, d'accord, diverses et variées. Par exemple, si on prend des monomères, je sais pas, de stylbène ou vinylbenzène, on va faire des polymères. On peut prendre des molécules capables d'une chimie de coordination, des molécules qui vont s'auto-assembler aux grandes échelles via des ions faibles. Donc là, on va s'adresser à une chimie de caractère supramoléculaire. Et puis ici, vous reconnaissez un alkoxyde, et donc on peut éventuellement faire de la chimie sol-gel. Alors, lorsque ces motifs de base vont s'hydrolyser, se polycondenser ou se polymériser ou se coordonner, d'accord, ça va donner le gris qui est ici. Donc le matériau va être microstructuré, amorphe ou cristallin. Si on veut donner un petit peu de complexité au matériau, on peut vouloir organiser le gris autour d'empreintes, d'accord, qui vont être mises en place à l'échelle mésoscopique. D'accord, on a pas mal d'empreintes thermodynamiques. Par exemple, on a ici, je vous donne l'exemple des mésophases iotropes ou de cristaux liquides lorsque celles-ci sont concentrées.
On a d'autres outils thermodynamiques, comme par exemple les phénomènes de séparation de phase. On a parlé un petit peu ce matin des décompositions spinodales, excusez-moi. D'autres outils également, comme par exemple les instabilités hydrodynamiques de style Rayleigh-Bénard ou Bernard Marangoni. Et puis, si on veut complexifier, alors la micro plus la méso, ça va donner le rouge. On va avoir des matériaux qui vont être micro et mésostructurés. Et là, typiquement, là, si on s'arrête ici, ça nous donne toutes les fameuses silices mésoporeuses, SPA15, MCM41, etc. On peut vouloir asseoir un peu plus de complexité, et on peut éventuellement se tourner toujours sur la physico-chimie des fluides complexes, avec des systèmes thermodynamiques métastables, comme les mousses air liquide, les émulsions, inverses ou directes. On peut également asseoir des mises en forme aux grandes échelles en appliquant des champs externes, mécaniques, électriques. Bon, là, c'est l'extrusion, donc mécanique. On peut appliquer des champs électriques, etc. Donc, lorsqu'on va faire ça, on va partir des échelles à l'échelle de la molécule. On va les organiser aux grandes échelles pour appréhender une approche que vous connaissez, c'est le bottom-up. On a deux modes de synthèse. Soit on part des molécules et on va directement vers les grandes échelles, c'est le bottom-up. Soit on part des molécules, on forme des nanoparticules, et ces nanoparticules vont être utilisées dans une seconde étape comme nano-building blocks pour les organiser aux grandes échelles. Donc ça, c'est de la nanotectonique. Et toujours, on va essayer de spécifier une application. Donc je vous en montrerai quelques-unes aujourd'hui. Alors quand on fait ça, quand on combine un petit peu les fluides complexes avec la chimie, alors là, typiquement, vous avez ce qu'on appelle un polyhype, c'est un matériau poreux, synthétisé par émulsion, et là, ce n'est pas de la silice, c'est du styrène dibenzène. Là, vous avez des mousses, air, liquide, c'est du TiO2, tout ce qui est là, ça a été fait par Florent Kahn. Là, je vais parler un petit peu de hype inorganique, des céramiques à base de silice aujourd'hui. Là, vous avez des capsules, je vous en parlerai un petit peu. Ici, par exemple, ce sont des silices qui ont été minéralisés en cellules de couette. Et là, typiquement, on est en flux laminaire, et là, on est en flux lamino-turbulent. Je vais vous parler un petit peu non, je ne parlerai pas de microfluidique, mais je vous parlerai d'émulsions multiples. Et donc, si on regarde un petit peu les barres d'échelle, vous voyez qu'en couplant un petit peu la chimie avec les procédés et la physico-chimie des fluides complexes, on arrive pour à ciseler la matière à toutes les échelles. Et puis, on peut essayer d'aller chercher des applications un petit peu exaltées par rapport à ce qui existe dans les publications ou dans les brevets éventuels. Alors, aujourd'hui, je vais focaliser le propos sur un système de fluides complexes spécifiques que sont les émulsions. Alors, il y a deux types d'émulsions, d'accord ? Il y a les émulsions qui sont émulsions directes, donc dispersion d'huile dans de l'eau, d'accord ? Et les émulsions inverses, dispersion d'eau dans de l'huile. Quand on crée une émulsion, on disperse des liquides qui sont non miscibles et on crée de l'interface. Donc, créer de l'interface, ça coûte de l'énergie. Et de manière spontanée, les émulsions, qui sont des systèmes thermodynamiques métastables, vont revenir à l'état d'équilibre thermodynamique. Ça veut dire à une séparation de phase macroscopique entre l'huile et l'eau par des phénomènes de mûrissement d'Oswald, de coalescence et de drainage. Donc même si on utilise un tensioactif, on ne va faire que retarder ce retour à l'équilibre thermique avec le temps. D'accord ? Une émulsion va toujours être associée à un phénomène de séparation de phase. Donc ça, c'est le distinguo que font les physico-chimistes. Et aujourd'hui, je vais faire un autre petit distinguo. On va faire le distinguo entre émulsion concentrée et émulsion diluée. Parce que nous, chimistes, on va faire la chimie là-dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque je vais faire une réaction chimique ici, la première des compétences, c'est d'aller chercher l'électroneutralité pour qu'il y ait précipitation. D'accord ? Donc, les interfaces huile-eau sont des hautes zones de densité électronique où on va aller chercher l'électroneutralité beaucoup plus rapidement que lorsque la réaction a lieu ici dans le bulk du milieu continu. Ça, c'est une première caractéristique. Deuxièmement, lorsqu'on fait du minéral, l'interface huile-eau, ça va être considéré comme un défaut macroscopique. Et vous savez qu'à un défaut, qu'est-ce qu'on fait ? On minimise l'enthalpie de nucléation. Par exemple, quand en chimie organique, vous voulez faire pousser un cristal organique dans votre monocole, vous prenez du verre, vous frottez verre contre verre, dans la glace bien sûr, on baisse la température, et vous voyez la cristallisation qui apparaît. Quand vous faites ça, vous ne donnez pas d'énergie mécanique, c'est que sur la surface du verre, vous créez des micro-défauts, et aux micro-défauts néoformés, vous minimisez l'enthalpie de nucléation. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le système d'émulsion, l'interface huile-eau, c'est un réacteur chimique privilégié. Alors quand les émulsions vont être concentrées,
d'accord, eh bien, vous voyez que les réacteurs chimiques, ils se touchent presque, ils vont percoler. Et donc, la chimie minérale ou des polymères va avoir lieu dans tout le milieu continu. Et dans ce cadre-là, le postulat, c'est puisque les réacteurs chimiques sont percolés, on va générer un matériau monolithique. Ça veut dire typiquement qu'on peut tenir dans la main. Lorsque, pour le même taux de précurseur, je passe d'une émulsion concentrée à une émulsion diluée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, les gouttes, je les disperse dans l'espace géométrique, et dispersant les gouttes dans l'espace géométrique, les réacteurs chimiques ne percolent plus. Et donc, dans ce cas, je vais localiser la chimie simplement sur le pourtour de l'interface Suilo, et là, je vais faire des objets discrets au sens mathématique du terme, et c'est ce que je vais illustrer aujourd'hui. Alors, par exemple, pour l'encapsulation. Donc, en encapsulation, on veut éviter que le cœur du matériau soit contaminé par l'extérieur ou que l'extérieur soit contaminé par le cœur du matériau. D'accord. Si possible, vous avez vu ce matin, on essaye un petit peu de contrôler la délivrance de principes actifs. Alors, c'est du pH, c'est avec moi sur la température. On peut également associer des stimuli mécaniques, etc. Et donc, là, je vais vous parler un petit peu d'émulsions diluées et où on va associer la morphogénèse de capsules thermosensibles. Alors, ça a commencé pas récent, hein. On a commencé ça il y a à peu près une dizaine d'années. Et le but, on travaillait à l'époque avec des émulsions inverses, donc dispersion d'eau dans de l'huile. Alors, on dispersait de l'eau, on avait des contentions actifs pour satisfaire une règle qu'on appelle la règle de Bancroft, j'en parlerai pas aujourd'hui. Et on mettait du théos dans l'huile. Et à l'époque, le théos migrait à l'interface huile-eau. D'accord, il voyait l'eau, donc il s'hydrolysait, polycondensation. Et vous voyez bien qu'on minéralisait spécifiquement l'interface huile-eau sans que les coques ne percolent. Et vous voyez que là, elles sont ouvertes en MEB parce qu'en fait, à l'intérieur, on a de l'eau. Et quand on fait du MEB, même en faisant un sputtering d'or assez poussé, ça chauffe. Et donc là, vous avez une coque, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est en train de s'ouvrir par effet cocotte-minute. La pression augmente. On a démontré en tout cas qu'on avait des coques et pas des objets pleins. On voit également qu'en microscopie optique, on a une biréfringence qui apparaît. Cette biréfringence, ce n'est pas dû à la silice. La silice est amorphe. D'accord, répartition tétraédrique des tétraèdres et SiO4 dans l'espace géométrique et statistique. Donc ça veut dire que s'il y a de la biréfringence en microscopie optique en polaristeur croisé, ça veut dire que ce n'est pas un effet de Bohr non plus, hein. Ça veut dire qu'il y a de l'ordre quelque part. Et donc, en fait, c'est que ces capsules-là, leurs parois étaient mésoporeuses avec une porosité faiblement organisée à caractère hémiculaire. À l'époque, on avait marqué qu'il y avait une réaction d'homothétie entre l'épaisseur des parois et le diamètre des coques. Plus les coques étaient grandes, plus l'épaisseur des parois était importante. Et comme on sait faire des émulsions monodisperses à peu près calibrées, on était super contents. On s'est dit, on va calibrer les émulsions, et donc pour une taille d'émulsion, on va avoir une taille d'épaisseur des parois, et donc on va avoir un temps de diffusion, et donc on va avoir un relargage contrôlé par la diffusion. Alors, ça n'a jamais marché. On a mis du bleu de méthylène à l'intérieur, on a mis de l'ibuprofène, tout ce que vous voulez. Quand on n'en mettait pas beaucoup, il n'y avait aucune diffusion. Rien, il ne se passait rien. Et quand on en mettait énormément, et ça m'étonne qu'on n'ait pas parlé ce matin, nous, on a eu un gros problème, c'est qu'en concentrant les adjuvants dans la phase liquide, la pression osmotique augmentait terriblement, et la pression osmotique faisait complètement péter les coques. Pourtant, c'est des liaisons ionocovalentes, ce sont des liaisons fortes. Donc, dans notre cas, nous, on ne pouvait pas concentrer les adjuvants à façon au cœur de nos matériaux. Donc, on a changé notre fusil d'épaule, et on s'est adressé à des émulsions où, en cœur, on a mis de la cire, d'accord, cristallisée. Et l'idée était la suivante. Eh bien, je vous expliquerai le procédé de synthèse après. C'est que lorsque la est minéralisée par une coque de silice, qui est là, donc la température augmente, la cire va fondre, fondant, elle va se dilater, et se dilatant, elle va faire exploser la coque de silice qui l'entoure, et donc on va avoir un relargage thermostimulé de la cire qui est contenue dans la coque, et donc du principe actif qui, a priori, peut être associé. Alors, on n'a pas fait des émulsions classiques. On voulait contrôler la monodispersité qui est ici. Et donc, on a travaillé avec des émulsions qu'on appelle des émulsions dites de Pickering. Alors, des émulsions dites de Pickering, on prend des particules de silice, ici, des nanoparticules. On modifie un petit peu leur caractère amphiphile en mettant du cétable. Ensuite, on émulsifie la cire à chaud, donc c'est de l'huile, typiquement, à 65 degrés Celsius. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? On laisse opérer la coalescence. Et là, avec les émulsions de Pickering, l'ancrage ici des nanoparticules à interface huile-eau, c'est 1500 kBt.
d'accord, ce n'est pas l'ordre de cavitation. Ça veut dire que l'ancrage de nos particules à interface philo, contrairement à des amphiphiles classiques, est irréversible. Donc ça veut dire qu'une fois que les nanoparticules sont à l'interface philo, elles vont y rester, d'accord, et les particules vont croître par coalescence jusqu'à ce que la couverture des nanoparticules de l'interface philo en nanoparticules de silice soit homogène, et à ce moment-là, la coalescence va stopper. On parle de phénomène de coalescence limitée. Donc ensuite, on revient à 25 degrés Celsius, une fois que la coalescence limitée a lieu. L'huile devient cire, et une fois qu'on a eu la cire, eh bien, on minéralise l'interface eau-huile en faisant du sol-gel classique. Et vous voyez qu'en fonction de la masse de nanoparticules utilisées, plus on a de nanoparticules, plus on stabilise l'interface, plus les objets seront petits. Et vous voyez que ce sont des émulsions hyper calibrées. Plus calibrées que ça pour un système d'émulsion, c'est difficile à réaliser. Et là, vous avez des photos en microscopie optique des capsules néoformées. Alors, vous voyez également que, typiquement, là, on voit une photo en microscopie où la pellicule de silice est homogène. Alors, on a travaillé avec différentes cires, avec différentes températures de fusion. Des températures de fusion à 37 degrés Celsius, on n'a pas pris ça par hasard. Et des températures de fusion à 42, 43 degrés Celsius, etc. Donc, on contrôle jusqu'à présent la taille des particules que l'on synthétise, qui sont micrométriques, d'accord, c'est pas nano. On contrôle a priori en fonction de la température de fusion, la température à laquelle on va relarguer le principe actif qui est contenu dans la cire. Et le but du jeu maintenant, est-ce que ça marche? Donc, je vais vous montrer des petits films. Donc là, voilà, le film est accéléré 4 fois. Vous voyez, ça chauffe, bon, on commence à avoir un petit peu de mouvement brownien, c'est normal. Et puis, vous voyez, on voit la cire qui fond. Fondant, elle se dilate, et puis elle fait exploser la coque de silice qui est autour. D'accord? Donc là, on a un relargage qu'on appelle en une seule étape. On a une grosse goutte d'huile qui sort, vous allez voir, après il y a une bulle d'air qui arrive ici, ça va vous montrer que tout ça c'est du liquide, et vous allez voir la coque de silice qui est autour, qui est vide de cire. Alors ensuite, ce qu'on contrôle également, là vous avez une délivrance en one pot. D'accord? Quand je passe ici, c'est exactement la même chose. Donc on a de la cire à l'intérieur des objets, on va chauffer, et vous allez voir que la délivrance ne va pas se faire du tout la même. Ça va être une délivrance qui va se faire en train de gouttes. Donc pour ces systèmes-là, on contrôle à peu près tout. On contrôle la taille des objets, on contrôle la température de relargage, et on contrôle également le démouillage. Ça veut dire qu'on contrôle la vitesse avec laquelle l'huile démouille la coque. D'accord? Donc, il y a pas mal de petits problèmes. C'est que, généralement, on peut mettre des principes actifs qui sont hydrophobes dans la cire, mais on peut vouloir mettre quelque chose d'hydrophile. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a continué le travail. Et avec des... Alors, d'abord, simplement, dans la cire, on peut mettre des molécules fluorophores. D'accord? C'est de la rhodamine ici. Et on voit bien qu'au départ, toutes nos particules sont fluorescentes. Lorsqu'on a fait la chauffe, eh bien là où la silice, il y a un petit peu de fluorescence encore parce qu'il y a de la rhodamine qui est ancrée à l'interface, mais on relargue l'huile qui contient bien la rhodamine. Alors lorsqu'on veut faire un petit peu, on peut complexifier et faire des multicargos. Alors c'est ce qu'on fait. Typiquement, vous voyez qu'on peut faire, alors on s'adresse maintenant à des émulsions doubles. Ici, c'est une émulsion cire d'en haut entourée par de la silice, et ici, vous avez de l'huile. Et là, on peut faire l'inverse aussi, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut faire ici, par exemple, de l'eau dans la cire, entourée par une couche de silice, dans de l'huile. Et là, ce qu'on peut faire également, et pour le moment, j'en ai pas parlé, mais évidemment, on peut également contrôler l'épaisseur de la coque de silice. Et lorsque vous avez ici, pareil, vous allez voir que même pour des émulsions doubles un peu plus complexes, ça fonctionne. Donc là, vous avez de la cire qui fond, et autour, c'est de l'huile. D'accord? Donc vous allez voir l'huile qui sort, ça ne va pas faire une goutte, ça va se dissoudre. Donc ça chauffe. Et je ne sais pas, vous allez voir à un moment donné, comme la coque de silice est épaisse, elle va avoir la compétence de s'auto-réparer. Vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez, pour l'instant, moi je ne vois pas grand-chose en tout cas. Voilà, hop, de la cire, là elle sort, elle se fait dissoudre. Et vous voyez qu'il commence à avoir une petite rupture ici, mais ça s'auto-répare, la coque va revenir. Hop, ça sort, ça sort, ça sort. Et la tenue mécanique, et voilà, jusqu'au moment où le Pac-Man est complètement cassé, et donc là, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, ça, c'est un simple exemple où, en travaillant avec des émulsions diluées, on peut faire des capsules à vocation de délivrance de principes actifs, et dans ce système-là, à caractère thermostimulé. Alors, il y a quand même pas mal de
de défauts voilà, dedans. Premièrement, défaut, oui, on est thermostimulable, mais avec une chauffe macroscopique. D'accord ? Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et là, on collabore avec un collègue du LCPO, le laboratoire de Bordeaux. On va associer pour la cire un phénomène d'hyperthermie et donc maintenant adresser une chauffe locale qui va nous permettre de chauffer localement nos capsules et pas avoir une chauffe macroscopique où il faut chauffer tout le volume pour avoir une délivrance de principe actif. Donc ça, c'était quand même quelque chose de limitant. La taille. Alors la taille, vous me direz, vous voyez, oui, c'est micrométrique, on n'est pas nano, donc ce sont des objets qui sont à vocation déambulatoire. Pour l'instant, avec ces objets-là, il est impossible d'aller dans la partie interne du corps humain. Et le but du jeu, c'était d'aller à l'échelle nano. Et j'ai toujours eu des doutes d'aller à l'échelle nano. Pourquoi ? Parce que nous, on a de la cire. Et lorsqu'on descend à l'échelle nano, eh bien, le comportement du matériau est plus surfacique que volumique. Et qu'est-ce qui se passe ? On a un phénomène, d'accord ? On a vu le phénomène de Gibbs-Thomson ce matin. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par un phénomène de surfusion. Et donc, j'avais peur qu'en descendant en taille, on ait des nano-objets de cire, mais que par effet de surfusion, la cire soit toujours liquide. Et en fait, c'est faux. On a fait des manips récemment et on a montré par DSC que des cires nanométriques stabilisées par de la silice, on a démontré en DSC qu'il y avait un point de fusion et que donc ça marche également pour des nano-objets de ce type. Il y a un gros avantage. C'est celui-ci. C'est que comme on a de la cire, c'est solide, à aucun moment on est limité par la pression osmotique au sein des capsules. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose, on peut concentrer en adjuvant. La pression osmotique, ici, elle ne va pas faire casser les coques ou tous nos objets. Alors, ici, je vous ai montré quelques exemples, pas sur les mousses, d'objets discrets faits par cette chimie intégrative. Et lorsque maintenant, je passe de là à là, eh bien, je vais passer d'un système, ici, où les objets sont discrétisés à un objet percolé. Et là, effectivement, on va retrouver avec la morphogénèse de mousse. Alors effectivement, voilà, émulsion concentrée. Maintenant, donc c'est un travail qui est vieux, enfin entre guillemets, je ne sais pas s'il y a Florent, c'est le travail de Florent Carne, ça. Et effectivement, lorsqu'on travaille avec des émulsions concentrées, dispersion d'huile, c'était du locane dans de l'eau, eh bien vous voyez que là, on a minéralisé, toujours pareil, l'interface huile-eau, mais comme tous les réacteurs chimiques sont percolés dans l'espace géométrique, on a eu un système monolithique, c'est plus une coque maintenant, qu'on peut tenir dans la main. Et lorsqu'on zoome là-dessus, eh bien, on voit bien qu'on a une porosité. Alors, la première porosité qu'on a, c'est une macroporosité, d'accord ? Et à l'époque, avec Florent, on s'était intéressé à contrôler cette macroporosité en contrôlant la fraction volumique en huile des émulsions qu'on utilisait. Typiquement, ici, on a une fraction volumique en huile de 57%. Ça a la viscosité d'une vinaigrette, d'accord ? Et puis, lorsque je passe de 57% de fraction volumique à 75% ici, eh bien, typiquement, je passe de la viscosité d'une vinaigrette à celle d'une mayonnaise. Et en passant de la viscosité d'une vinaigrette à une mayonnaise, j'augmente, lorsque je fais ma synthèse, le cisaillement que j'impose à mes gouttes. Et donc, je minimise leur taille. Donc, avec ce simple contrôle de fraction volumique, à l'époque, on était capable de contrôler la taille des macropores allant de l'échelle de 40 à 70 micromètres, jusque pour les plus tailles, 4 micromètres. Alors, ces matériaux sont importants pour pas mal d'applications de manière inerte, déjà, filtration, séparation de phase, ce sont des isolants acoustiques et thermiques. Il ne faut pas oublier qu'on a des émulsions, d'accord ? Donc on emploie des molécules tensioactives pour stabiliser l'interface huile-eau. Lorsqu'on est au-dessus d'une concentration qu'on appelle la concentration micellaire critique, eh bien ici, dans le milieu continu, il va y avoir des micelles. Bon, ces micelles vont nous créer la fameuse mésoporosité qu'on voit ici. Alors pareil, ce n'est pas une belle mésoporosité hexagonale. Si on veut, on peut aller la chercher aussi par effet template. C'est une mésoporosité à caractère vermiculaire. Alors, j'ai marqué développement récent. On peut faire des développements récents avec des vieux matériaux. Typiquement, ici, c'est une chimie qui date d'un peu plus de 10 ans. Et récemment, avec des collègues physiciens, on a fait de la photonique là-dedans. Typiquement, lorsqu'on a fait des lasers pompe-sonde, et le libre parcours moyen des photons dans nos monolithes de silice dépend de 3 paramètres. Premier paramètre, c'est un paramètre d'ordre. C'est-à-dire que pour qu'un photon rentre dedans, il faut qu'il y ait un petit peu de désordre, mais pas trop. C'est ce qu'on appelle, c'est lié à une localisation qu'on appelle le phénomène de localisation d'Anderson, qui est régi par le critère de Yoff-Rigol, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Deuxième paramètre qui module la pénétrabilité de nos mousses par les photons, c'est la répartition des murs dans l'espace géométrique. Et le troisième paramètre qui est important,
C'est la différence d'indice de réfraction entre l'air, le vide, et l'indice de réfraction des murs. Alors ici par exemple, ce qui se passe, on a simplement, c'est de la silice, d'accord. Bon, pour avoir l'effet pompe-sonde, on a mis un petit peu de rhodamine dedans. Et vous voyez qu'en fonction de la distribution des murs à murs, on a soit un effet laser aléatoire, soit un effet de raman stimulé. D'accord. Donc on contrôle raman stimulé, laser aléatoire. Et maintenant, on a fait la même chose. On a densifié un petit peu les murs en mettant un petit peu de quelque chose qui a un indice de réfraction un peu plus élevé que la silice et du TiO2. Et maintenant, on a l'effet laser aléatoire et raman stimulé de manière concomitante. Bon, voilà, c'est juste pour faire une petite parenthèse. On peut faire de la belle physique, a priori, avec des matériaux qui datent de plus de 10 ans. Alors, on en vient à la catalyse maintenant. Enzymatique, je vais parler un petit peu de biologie quand même. Donc, typiquement, ça, c'est une enzyme, c'est une lipase, d'accord, qu'on appelle la Candida rugosa. Et là, bon, je l'ai mise, elle est en surface de macropores. Donc, on a infiltré des enzymes là-dedans. On les a stabilisés avec une molécule spécifique qu'on appelle la glymo. Une glymo, c'est une molécule qui, en particulier, a un groupement époxy. Et le groupement époxy, quand il voit de l'eau, il se clive, il forme un diol, et le diol stabilise les enzymes lorsqu'on les infiltre. Alors, première chose intéressante, mes enzymes, elles ne sont pas dans les systèmes mésoporeux. Elles sont à l'échelle macro, elles tapissent mes macropores. Et lorsqu'on fait une réaction d'estérification pour la formation d'oléate de butyle, les résultats, ils sont là. Donc, vous voyez qu'on peut faire le taux de conversion. Premier cycle, 100%, deuxième cycle, 100%, quatrième cycle, 100%. Et là, c'est le mois de juillet, au laboratoire. Et la personne qui fait ça, à l'époque, c'était Nicolas Brun. Et c'est le mois de juillet, donc il a voulu prendre les vacances. Il a pris ses vacances et on a mis le monolithe avec l'enzyme au frigidaire à 4 degrés Celsius. Et donc, il est revenu au mois de septembre. On a refait encore le cycle catalytique. Cinquième cycle, 100%, etc. Et à la fin, vous voyez quand même que après 21 cycles, on a le taux de conversion qui diminue, simplement parce qu'avec l'agitation magnétique, on a le monolithe qui collapse d'un point de vue mécanique. Mais par contre, quand vous adressez un petit peu les tonnes et l'étoffe, vous voyez que les tonnes et l'étoffe, ils sont extrêmement hauts. D'accord. Donc, on a une très grande efficacité catalytique, et pourtant, à aucun moment, on ne travaille dans la mésostructure. Juste pour vous dire que l'activité enzymatique est de 23,5, d'accord. Ça veut dire que l'activité enzymatique par confinement, on a démontré qu'elle a été optimisée 20 fois. Alors, on a fait des réactions d'estérification. On a fait également des réactions d'hydrolyse, pareil, ça marche pas mal. Bien évidemment, avec le temps, ça diminue, parce qu'on consomme de l'eau. Mais dès qu'on réinjecte de l'eau, boum, ça repart. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on est capable de faire de la catalyse hétérogène enzymatique dans un système macrocellulaire sans à aucun moment utiliser la surface mésoporeuse qui est si importante pour les gens qui font de la catalyse zéolytique ou catalyse sur les MCM41, SBA15, etc., ce que j'ai dit au départ. Alors, si ça marche, c'est qu'il se passe quelque chose de spécifique au sein des macropores. Et en fait, en raisonnant un petit peu sur l'hydrodynamique des fluides, typiquement, tous les fluides qu'on utilise en catalyse, ce sont des fluides newtoniens. Alors, c'est quoi un fluide newtonien? C'est un fluide dont la viscosité est constante sous isolement. Et ces fluides newtoniens, dans un macropore, ils vont être associés à un écoulement qu'on appelle un écoulement de Poiseuil. L'écoulement de Poiseuil, il est là. Ça veut dire qu'au centre du macropore, on va avoir une vitesse d'écoulement qui va être maximale. Et lorsqu'on va à l'interface, ici, si ça mouille, on aura une vitesse nulle, mais en tout cas minimale. Donc ça veut dire qu'à l'interface entre le macropore et le liquide, on a une zone, ici et là, donc toute l'interface, où la configuration en hydrodynamique des fluides est la suivante. On a un fluide qui migre lentement, au sein duquel diffusent des molécules. Mais ce comportement de fluide-là, c'est exactement le comportement de ce qui se passe dans un mésopore. C'est un phénomène dispersif. Et effectivement, à l'interface de systèmes qui soient macroporeux ou pas, mais plans, il y a un phénomène dispersif de type Taylor-Harris. Donc ça explique qu'on est macroporeux, on a énormément de réactivité chimique, et il y a pas mal d'avantages. Premièrement, ça veut dire que le comportement du fluide, dans un système macroporeux, il est intrinsèquement hiérarchisé. Il est convectif au sein du macropore et dispersif à l'interface. Deuxième avantage, on n'est plus à aucun moment limité par la diffusion de Fick ici. D'accord. Donc on peut aller très très vite. Toutes les espèces catalytiques sont accessibles rapidement, et le transport de masse peut être optimisé en faisant par exemple de la catalyse en flux unidirectionnel. On a travaillé en colonne de chromatographie,
Et puis, on voit que, là, c'est pour les réactions de transestérification avec la genèse de biodiesel, et on voit qu'on a 35% de conversion. Donc là, ça dépend de la hauteur de la colonne, hein, mais ça a tourné quand même pendant 2 mois et demi. Si c'est vrai, ce phénomène convectif, d'accord, et ce comportement hiérarchisé au sein d'un macropore, si c'est vraiment universel, ça ne doit pas être vrai que dans la silice. Donc on a au laboratoire également des modes de méthodologie où on peut faire des systèmes en mousse, non pas en silice, mais en carbone. D'accord. Et là, on fait de l'électrocatalyse enzymatique avec c'est la GOX, hein, voilà, la glucose oxydase, et en l'occurrence, l'oxydation du glucose en gluconolactone. Et là, on voit que, donc ce sont des électrodes tournantes, et on voit que lorsqu'on tourne, d'accord, au plus la rotation par minute augmente, au plus la convection va avoir lieu, et on voit que le courant électrocatalytique augmente d'autant plus que la convection est grande. Donc le schéma réactionnel que je vous donnais pour la silice, où on a de la réactivité au sein du macropore, où la convection au sein du macropore et le rôle dispersif des interfaces est important, on le retrouve également lorsque la matrice n'est pas de la silice, avec un rôle, en plus, en rotation, donc où le rôle convectif est important. Donc là, les roulements catalytiques étaient très bons. On avait ici un médiateur chimique pour exalter le transfert d'électrons entre l'enzyme et la cathode, mais également on a fait d'autres réactions enzymatiques, avec, ça c'est la bilirubine oxydase, pour la réduction de l'eau, et on a 100 médiateurs maintenant, d'accord, et vous voyez que par rapport aux électrodes conventionnelles, le courant électrocatalytique est exalté 500 fois, donc c'est quand même intéressant. J'ai le temps, j'ai plus le temps, je parle pas de bactéries. Bon, juste un moment, juste pour vous dire que j'ai discrétisé, voilà, à un moment donné, on peut faire des objets discrets et puis faire des monolithes, mais bon, on peut tout complet, on peut discrétiser des systèmes percolés, si on veut. Alors, je vais passer très très vite, on a mis des bactéries là-dedans. Alors ça, c'est quelque chose qui a commencé à 5 ans, je vais quand même le dire. C'est pas mon idée, c'est pas l'idée de Clément non plus, c'est l'idée de Jacques Livage. Il y avait Nadine aussi dans la salle. À l'époque, on voulait un petit peu étudier la prolifération bactérienne dans les matériaux macrocellulaires monolithiques. C'est ce qu'on a fait, d'accord. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que l'intensité de prolifération bactérienne au sein de nos monolithes, alors ici, comparé à un milieu de culture traditionnelle, est exalté, 100%. D'accord. On a pu démontrer que la prolifération bactérienne, il y avait vraiment une vague de prolifération, d'accord, avec une onde de propagation. La cinétique d'onde de propagation est 70 fois inférieure à ce qui est fait obtenu dans un capillaire, mais c'est normal, parce que dans un capillaire, il n'y a pas de tortuosité. Nous, on en a. Et également, on a montré que la croissance bactérienne était associée à des phénomènes de coalescence. Et ensuite, on a discrétisé, c'est-à-dire que les monolithes de Hype que vous avez là, on en a fait des gouttes. Ces gouttes, on a un petit peu dissous la surface pour faire de l'infiltration de bactéries. Et puis, on a fait donc des objets où les bactéries sont encapsulées dans ces objets. Et on peut faire, a priori, à peu près tout ce qu'on veut dedans, la production de protéines spécifiques de la pharmacologie. On peut également s'intéresser à la réduction des nitrates dans le sol, la purification, etc. Et c'est un travail qui est en cours au CRPP en collaboration avec Jacques Clément. Et voilà, donc la chimie intégrative, au-delà des matériaux pour la bio, on fait pas mal de choses. On s'amuse comme des petits fous avec ça. On est curieux, on a plein de défauts. Et là, ce sont les gens avec qui je travaille. Bon, il y a la photonique avec Renaud en particulier, et Patrick Sebald de SPCI. Tout ce qui est interaction, il n'y a pas que le transport de masse qui est intéressant dans ces mousses. Il y a également le transport de photons. D'accord, donc on fait tout ce qui est photonique, on fait tout ce qui est stockage d'hydrogène, les bactéries, d'accord, dédiées à la conversion d'énergie avec Axel Buguin également, qui est à Curie, c'est avec lui qu'on a collaboré là-dessus. Tout ce qui est biocatalyse enzymatique, les batteries lithium-ion, lithium-soufre, les capsules, il faut conclure Valérie vite. et Olivier Sand. Et je vous remercie pour votre patience. Sinon, tu n'auras pas de questions, donc ce serait dommage.